Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui en très bonne compagnie puisque je suis accompagné de Jérémy Villard qui va parler avec moi de projet de site web. Comment votre implication peut garantir le succès? Comment vas-tu, Jérémy? Ça va très bien, merci Julien. Bonjour à tous. C'est un plaisir de te rejoindre sur ce webinar podcast. Pas très Exactement. habitué par l'exercice, mais pourquoi pas, avec Allez, plaisir. donc on sera indulgent avec Jérémy puisque voilà, il ne fait pas souvent cet exercice, mais je suis confiant parce que vu qu'on a déjà travaillé avec toi, on sait comment ça se passe. On sait que tu peux être très bavard aussi, donc je pense que tu as plein de trucs super sympas à nous raconter aujourd'hui. Et donc du coup, je vais partager rapidement le programme du jour. Et cette fois-ci, effectivement, donc faudra être indulgent même avec moi. C'est incroyable. Il va falloir être indulgent puisque aujourd'hui, le but du jeu, alors on voit pas très bien, mais ça va être de parler de projet de site web. Comment votre implication va garantir bien, le succès de votre projet de site internet. Et ce qui va être intéressant, c'est au niveau des hosts, des personnes qui vont animer ce webinaire. Donc nous avons Jérémy Villard qui se présente sur LinkedIn comme un dynamiseur de projets digitaux. Je vais te laisser le temps de te présenter juste après, Jérémy. Et moi-même, Julien Doromo, donc le capitaine de Pilotine. Donc chez Pilotine, on est habitué à faire des sites internet, des sites notamment WordPress, et on est habitué à travailler en général avec les clients en direct. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Jérémy peut être cette pierre angulaire, ce facilitateur qui va se greffer entre l'agence et entre le client. Et donc du coup, voilà, c'était pour ça que c'était très intéressant de t'avoir aujourd'hui pour que tu puisses nous partager un petit peu tes retours d'expérience et nous donner des clés de réussite pour réussir le projet. Et au niveau du sommaire, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les bases d'un projet WordPress ou d'un projet web réussi, le rôle du client ou ton rôle dans la collaboration entre le client et l'agence, d'anticiper les différents défis, de gérer les imprévus, de devenir un partenaire actif et engagé pour la réussite du projet et bien entendu après d'avoir un temps de questions et de réponses. Est-ce que ça te va comme programme, Jérémy? Très belle introduction, merci à toi. Ça te va bien? Ok. Ouais. Eh bien, donc oui, on fait un petit peu original, hein, donc n'hésitez pas à faire coucou dans le chat, n'hésitez pas à interagir avec nous. Vous pouvez vous présenter, vous pouvez faire pas mal de choses et du coup, on sera très preneur d'avoir vos questions pendant le webinaire parce que le but du jeu, et donc c'est la première fois que je tente ça aujourd'hui, donc on va pas avoir une presse, on va pas dérouler l'intégralité de la présentation, on va être plutôt dans un format un petit peu interview, podcast, je vais essayer de tirer les vers du nez de Jérémy pour qu'il puisse nous partager tout un tas d'expériences. Mais avant tout ça, Jérémy, j'aimerais bien que tu puisses te présenter. Qui es-tu? Alors, moi, Jérémy Villard, donc j'ai créé une entreprise il y a quelques temps maintenant, à peu près 2 ans, basée un peu sur mon historique aussi, qui est de proposer de l'accompagnement pour des entreprises sur des projets digitaux. Alors, ça peut être très très large. Du coup, ça couvre, comme on le fait ici, la partie création de site web, alors WordPress, site e-commerce, pourquoi pas également. Mais ça peut être aussi l'accompagnement sur des projets divers et variés, l'implémentation d'un nouvel ERP, un nouveau logiciel, un CRM, faire le choix de solutions. En fait, dans mon passé, je me suis rendu compte qu'il n'était pas évident pour une entreprise de faire un choix sur des logiciels. C'est clairement aujourd'hui un peu la jungle, il y a beaucoup de choses. Donc en fait, moi, je me présente comme quelqu'un qui peut aider, accompagner sur cette partie-là. Ça peut être très large, ça peut aller du choix, la définition du besoin, jusqu'à après le déploiement, pourquoi pas. Donc voilà, les difficultés, souvent, c'est les entreprises n'ont pas le temps, n'ont pas forcément la compétence pour pouvoir trouver les logiciels adaptés et les partenaires adaptés aussi, tout à fait. Et puis, on n'a pas forcément le budget pour embaucher quelqu'un pour ça. Donc à partir de là, moi, je propose mes services. C'est top. Est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler un petit peu, je sais pas, directeur général externalisé, responsable marketing externalisé, tout ça. Est-ce que c'est un peu en lien Alors, avec ces métiers-là? Alors, il y a de ça. Maintenant, peut-être que le plus adapté quand même reste le chef de projet client, parce qu'en fait, réellement, moi, mon implication, elle va être côté client. Donc, comme tu as pu le voir sur les échanges qu'on a eus et sur les projets qu'on a menés ensemble, en fait, moi, je me positionne vraiment du côté client. C'est-à-dire, je suis une prolongation du client, de l'entreprise, en fait, que je vais accompagner. Donc, je vais la représenter partout et tout le temps. Donc, je dois m'imprégner, et moi, je suis…
Alors, avant tout basé vraiment sur la relation humaine. Pour moi, c'est ce qui compte le plus. Toute la partie technique, je dirais que c'est moi qui vais m'en charger, mais j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir où va aller l'entreprise, quelles sont ses valeurs, tout ce que toi, travailles tous les jours avec les entreprises. Ben, moi, j'ai besoin d'en être imprégné pour pouvoir représenter le client au mieux après dans les diverses missions qui me seront confiées. Donc, je me positionne vraiment côté client. Ok. Et du coup, par exemple, en fait, on est intervenu ensemble avec Jérémy, par exemple, là, dernièrement, sur un bon projet technique e-commerce pour quelqu'un qui va distribuer des produits assez techniques au niveau, enfin voilà, des produits industriels. Et du coup, il faut faire un site e-commerce qui va être disponible uniquement pour les clients. Donc c'est vraiment en B2B. Donc il y a pas mal d'enjeux. Donc c'est vrai que c'est un gros projet. Comment le client s'est dit, parce que des fois, nous, on a plein de clients qui viennent nous voir en direct en disant, go, j'ai un projet, voici 4 lignes, c'est parti, faites-moi le projet. Comment ton client s'est dit là qu'il avait besoin d'un petit peu d'aide? Ça a été quoi un peu les inputs pour qu'il se mette à te contacter? Clairement, un manque total de compétences sur le sujet. Mais alors, c'est-à-dire l'informatique, c'est pas du tout leur domaine. Ils sont experts dans leur métier, comme tu l'as dit, c'est de la fourniture industrielle, c'est des choses comme ça. Donc là-dessus, ils sont experts. Ils ont la sensation à ce moment-là que un site web peut être un levier de croissance pour eux, mais alors par contre, ça fait 1 an, 2 ans qu'ils y pensent, mais ils n'arrivent pas à actionner. Ils n'arrivent pas à actionner. C'est-à-dire que souvent, comme tout un tas de projets dont on a l'idée, comment on déclenche? Et en fait, ils n'arrivaient pas à déclencher. Ouais, ils arrivaient pas à déclencher et du coup tu les as mis un petit peu sur la piste, mais pour bien réussir ce projet. Mais donc de ce que je comprends, c'est qu'ils avaient l'air d'un peu traîner, ils disaient ah là, et en fait au final c'est peut-être pas plus mal parce que nous des fois on a certains prospects qui pensent s'y connaître un petit peu, qui pensent avoir le temps. Et du coup, à ton avis, toi c'était entre guillemets facile, ils avaient conscience de tout ça. Mais quelqu'un qui n'y a pas conscience, est-ce qu'il arriverait à faire cette démarche? Est-ce que toi, des fois, tu arrives à leur expliquer pourquoi c'est important de se faire accompagner, ou toi, souvent, c'est des gens qui disent vraiment non mais j'y comprends rien, je veux pas savoir à la rigueur comment ça marche, qui te contactent. Ou des fois, il y a des gens qui sont dans l'entre-deux. Ouais, en fait, il y a les deux, effectivement. Il y a ceux qui sont clairement pas du tout à l'aise avec l'informatique, tout simplement, et tout cet écosystème. Donc là, c'est assez simple parce que du coup, ben, il y a à partir du moment où une relation de confiance s'est mise en place, moi, après, je pilote tout de A à Z depuis l'établissement du besoin. Après, là où c'est plus compliqué, comme tu le disais, c'est quand tu as un client qui a l'impression qu'il sait. Il a chez lui, dans son effectif, quelqu'un qui est super à l'aise avec, je sais pas moi, Internet ou voilà, c'est l'informaticien un peu de la société. Là, c'est plus compliqué parce qu'en fait, il faut arriver à leur faire comprendre les enjeux. Et en fait, on n'est pas dans de l'informatique. On n'est pas sur être à l'aise avec non plus forcément l'informatique. On est en train de gérer un vrai projet d'entreprise. Et ça, l'ampleur de ça, c'est très difficile pour eux de le maîtriser au départ. Donc, il faut effectivement là-dessus être assez pédagogue et leur expliquer un petit peu ce que c'est qu'un projet, en fait. Trop bien. Bon, donc dans notre cas, on a travaillé sur un projet de développement de site e-commerce réalisé avec WordPress, un site e-commerce qui se connecte, qui doit être connecté avec un ERP, donc il va falloir discuter avec des bases de données, donc il y a des gros enjeux de bases de données. Donc au final assez technique. Entre le moment où tu nous as consulté, tu avais déjà ton cahier des charges et après tu as fait ta sélection et on s'est occupé du projet, et entre le moment où tu as contacter pour la première fois le client. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux périodes-là? Tu as dit il fallait un peu s'imprégner. Donc, c'est quoi cette phase d'imprégnation? Combien de temps ça prend? Quelle énergie ça prend? Et quel volume de temps ça prend à peu près dans ton accompagnement pour que les gens puissent se rendre compte un peu de l'effort qu'il faut fournir en amont pour se préparer à un projet web? Ah ouais, la préparation, elle est effectivement hyper importante. Avant même d'aller choisir un prestataire, une agence de com, comme choisir Pilotine, ça n'a pas été du tout la première étape. La première étape, ça a été justement s'imprégner des valeurs du client, de ce qu'il attendait et surtout avec lui définir des objectifs. Ok, vous voulez un site e-commerce, c'est dans l'air du temps peut-être, mais en fait, pourquoi vous en voulez un? Déjà, de base, c'est pourquoi? C'est quoi votre objectif? Parce qu'on peut avoir envie, sur un caprice, de dire « Ah bah tiens, j'aimerais bien avoir un site internet, j'aimerais bien avoir un site e-commerce ». Ça, c'est le pire pour moi. Ça, c'est le pire parce qu'on a envie d'en avoir un, mais on n'a pas vraiment d'attente. Donc, tout est flou. Et à partir de ce moment-là, on peut qu'être déçu si jamais on fait déjà appel à une agence et on met un site en ligne. Il faut des attentes qui soient claires. Donc, en fait, à un moment donné, il faut structurer les choses. Et moi, ce que je propose, c'est de venir structurer les choses. Donc, définir des objectifs clairs, pour moi, c'est hyper important.
qu'est-ce qu'on veut faire du site? Qu'est-ce qu'il doit amener? C'est quoi? C'est un levier de croissance? C'est une vitrine? C'est voilà, tout un tas de choses. Donc déjà, de base, les objectifs. Et puis après, structurer un cahier des charges. Alors, on va dire une ébauche de cahier des charges, mais assez précise pour que derrière, moi, j'ai les cartes en main pour aller benchmarker des agences de com. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je me vois difficilement aller voir des agences de com en leur disant j'ai besoin d'un site internet. C'est extrêmement compliqué. Si ce travail est fait par l'agence, le cahier des charges, pour moi, c'est très dangereux. Ça peut partir dans tous les sens. Donc, il faut faire les choses dans l'ordre. Pour moi, les choses dans l'ordre, c'est côté client, avant même de contacter une agence de com, c'est déjà d'avoir un cahier des charges. Pas un cahier des charges précis à la virgule près, mais il faut qu'on sache déjà les objectifs, qu'est-ce qu'on attend de ce site, et après, derrière, quel est grosso modo le cahier des charges des fonctionnalités qu'on souhaite majeures sur ce site. Voilà. Et après, moi, j'ai les armes pour aller voir un Julien de Remaux et lui dire, bah, tiens, voilà, moi, j'ai ce projet-là, est-ce que tu te sens capable de le faire? Je pense que là, on est dans les clous, quoi. Et donc, combien de temps ça t'a pris à peu près? Tu as dû faire combien d'ateliers avec eux? Parce que tu disais, voilà, ils avaient cette culture du digital, ils en étaient un petit peu éloignés, ou informatique, ils en étaient un petit peu éloignés. Du coup, c'est au bout de combien d'ateliers que tu as réussi à accoucher d'un vrai besoin, de vrais objectifs, d'un cahier des charges et tout ça? Ça a pris combien de temps? Franchement, en atelier de travail, je dirais 3-4. Okay. 3-4 ateliers de travail, mais 3-4 ateliers de travail avec derrière une restitution, c'est bien 2 mois minimum. 2 mois minimum. Parce qu'en plus, on doit mobiliser le client. Et le client, il a son métier avant tout. Donc, ça reste un véritable enjeu, mais je pense qu'on en parlera plus tard. Dans le projet, il y a ça qui rentre en ligne de compte, c'est la réactivité et l'implication du client final, quoi. Ça, c'est hyper important. Donc, je dirais là, même en le structurant et même en étant dynamique et en dynamisant le projet, bien 2 mois minimum sur cette phase. Ok. Donc, tu as déjà commencé à un petit peu en parler. Ma question, c'était quels sont les ingrédients clés pour réussir un projet web? Tu as commencé à dire les objectifs, à mettre un petit peu tout le monde autour de la table, notamment d'avoir une implication de la part de la direction, même s'ils disent c'est de l'informatique, ça me saoule, mais d'avoir une implication de la part de la direction, de leur tirer les verres du nez, de faire un cahier des charges, de consulter une agence. Est-ce que tu aurais d'autres ingrédients clés qu'on pourrait mettre pour réussir un projet web? Ouais, je pense qu'il y a le budget quand même. Il faut en parler dès le départ. Honnêtement, je pense que le budget, c'est important dès le départ. Et le planning aussi, non? Comment? Et le planning aussi, c'était les deux gros sujets, budget, planning. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est hyper important. Parce que le budget, si on n'en parle pas dès le début, ça peut tout casser derrière. Parce que c'est-à-dire, si un client n'est déjà pas du tout au fait de ce que c'est et de ce que ça peut représenter comme budget, on peut avoir perdu 2, 3, 6 mois avant. Parce que s'il se dit, ah non, mais moi, j'ai pas les moyens, fin de l'histoire, mais il a perdu tout ce qu'il a mis pendant les 6 mois ou les avant. Donc, c'est important d'évoquer ce sujet au départ de manière très sereine. Mais voilà, il faut que le client soit conscient quand même de l'investissement que ça représente en termes de budget et en termes de ressources. Voilà, donc ça, c'est important aussi, la ressource. Quelles ressources on va mettre en place? Ressources humaines, je veux dire, du côté du client. Et niveau budget au final, est-ce que par rapport à l'estimation initiale, tu étais bon ou c'est toujours à 20% près? Alors, on peut donner un ordre d'idée parce que déjà au départ, le cahier des charges, il n'est pas forcément toujours extrêmement précis. Tu sais comme moi que les choses évoluent, donc ça dépend. On a plein d'idées pendant le projet. Voilà, donc on va dire qu'au départ, il faut partir sur un budget de base déjà, sur des fonctionnalités de base. Et puis si le client a envie de plus à un moment donné, a envie de faire évoluer, ce sera plus facile de lui faire comprendre qu'il y a à rajouter un peu, quoi. Parce que, mais au départ, sur le budget de base, il faut pas qu'on soit faut qu'on soit à peu près cohérent. Donc oui, je pense que moi, j'étais à peu près cohérent sur ce que je leur ai projeté. Maintenant, le budget, il y a le budget agence de com, on va dire, le projet réellement sur la facturation de l'agence de com. Mais il y a le budget aussi en interne, parce que le fait d'allouer de la ressource humaine en interne, le temps passé, tout ça, ça coûte du temps, ça coûte aussi. Et ça coûte de l'argent. Donc ça, c'est aussi un sujet que j'évoque la plupart du temps. Parce que ma mission aussi, faut pas. Moi, je viens me greffer par-dessus tout ça, donc il faut un budget aussi. Si jamais je travaille avec le client, il lui faut un budget pour moi aussi. Donc ça, c'est pour ma partie très important. Un peu moins pour la tienne, mais moi, c'est important pour la mienne, qu'on arrive aussi à parler de ce budget en interne, qui est un budget à part entière, qui peut être encore plus élevé que le budget vraiment d'une agence de com pour la création du site. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais parce que c'est vrai que souvent on a les frais cachés, quoi, de la gestion de projet en interne, du temps que ça va prendre, tout ça. Ce qui est pratique, on va dire,
en passant par quelqu'un comme toi, c'est que là, le budget, au moins, tu l'as en face de toi, quoi. Tu as un devis, donc tu peux pas y échapper, tu arrives à formaliser un budget concret et du coup aussi, ça permet peut-être d'être plus efficace parce que souvent, quand on le traite en interne, on le pilote en interne, des fois, il y a moyen que ça glisse, tout ça, et puis après, on perd un temps de dingue. Donc au moins, avec toi, c'est pratique. Et sur les ressources internes et le temps qu'il fallait qu'ils y consacrent, est-ce que là aussi, tu t'étais pas planté? Au final, ça prend même encore plus de temps que prévu. Alors, par expérience, je me fie jamais à rien au départ, très honnêtement. Je me laisse vraiment porter par les projets, dans le sens où, même si c'est pas un terme que j'apprécie beaucoup, il y a cette notion d'agilité quand même, c'est-à-dire qu'on s'adapte tous les jours aussi à l'évolution du projet. Ouais. Là, sur le dernier projet sur lequel on a travaillé ensemble, on a explosé le temps pour moi de mon côté sur la gestion du projet. Clairement, du tien, je pense aussi. Parce qu'en fait, il y a des choses que moi, je n'ai pas forcément mesurées. Il y a des exigences que le client m'a mis en cours de route aussi. Donc, en fait, à ce moment-là, ça fait exploser un petit peu les compteurs. Mais c'est maîtrisé dans le sens où les choses sont dites. Si vous voulez des choses en plus, voilà ce que ça va coûter. Ok. Bon, j'aimerais bien qu'on aborde maintenant un petit peu le rôle du client, du coup, dans la collaboration avec une agence potentielle. Donc, le rôle que toi, tu as eu, mais aussi que ton client a pu avoir. Parce qu'on entend souvent, bah voilà, l'agence va tout gérer, c'est bon, oh, c'est pas mon métier, allez hop, c'est parti, mon kiki. Et donc ça, on a compris par tout ce que tu viens de dire que c'est quand même plutôt un piège. Et donc, du coup, on a plusieurs étapes dans le cadre du projet. On a l'étape de cadrage, l'étape de conception, on va faire du design, tout ça, l'étape de développement, l'étape de mise en ligne. Et du coup, ce que j'aimerais bien aborder avec toi, c'est à chaque fois quel est un peu le rôle du client là-dedans. Donc, sur l'étape du cadrage, tu en as un peu déjà parlé, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu aimerais mettre en avant avec comment le client doit s'impliquer dans la phase de cadrage, en dehors de participer aux ateliers et de mener tout ça? Est-ce qu'il y a d'autres éléments? La phase de cadrage, il y a clairement le cahier des charges qui rentre en ligne de compte pour moi à ce niveau-là. Ça, c'est clair, même si je pense qu'il y a aussi une redéfinition du cahier des charges propre à l'agence de com, parce qu'il y a forcément après des choses qui sont très spécifiques. Moi, je ne vais pas rentrer dans tout l'aspect technique de création d'un site web, donc là, c'est là où l'expertise de l'agence va rentrer en ligne de compte. Et sur cette partie cadrage, déjà, pour moi, je dirais que la partie primordiale du client, c'est déjà de fournir un cahier des charges digne de ce nom, en tout cas qui représente bien les fonctionnalités pour que l'agence de com, enfin, toi en l'occurrence, soit capable de mettre des temps en face et un budget, pourquoi pas. Ça, c'est important. Ok, et après, quand tu as eu tous les devis, toutes les propositions, comment tu as fait pour les évaluer? Tu t'es fait un énorme tableau Excel, tu as essayé de rendre ça objectif ou il y a quand même un côté hyper subjectif dans cette partie-là? Parce que souvent, les clients, ils ont l'impression qu'ils vont avoir 3 devis qui sont faciles à comparer, mais est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est l'enfer à comparer 3 devis d'agences différentes? Écoute, 3, même 2, c'est ça le problème. C'est ça le problème quand je parlais d'une jungle tout à l'heure. C'est ça le problème, c'est que on fait appel à 20 agences de com, on va avoir 20 devis différents. Donc à un moment donné, je pense que c'est aussi intéressant d'avoir un réseau de partenaires. Clairement, ça joue énormément, de gens en qui on a confiance, de projets réussis, de choses comme ça. Ça fait quand même la différence. En tout cas, ça permet déjà de s'orienter vers quelques agences plus précisément dès le départ pour pas être perdu dans tout ça. Et ensuite, j'ai envie de te dire, comme je le disais au départ, moi j'ai quand même un rapport très humain dans tout ça. Pour moi, un projet digital, c'est avant tout un projet humain. C'est-à-dire que, ok, il y a de la technique, ok, il y a des choses, mais c'est des hommes qui vont amener ça. Quand je dis des hommes, c'est au sens large, hein, hommes et femmes, évidemment. Je veux dire, voilà, donc ça, c'est hyper important. Donc, il faut se sentir à l'aise avec le prestataire. De toute façon, moi, je fonctionne comme ça dans tout. Il faut que je sois à l'aise sur la démarche. Et il faut que, idéalement, le partenaire partage des valeurs avec les miennes et avec celles du client. Donc voilà. Est-ce que c'est facile à savoir au moment où tu as un devis avec des lignes sur 25 pages? C'est pas évident. Mais moi, le devis, c'est une chose. Le devis, c'est une chose. Mais il y a les contacts avec le prestataire. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais, comme tu l'as vu, une première sélection vis-à-vis du client. Donc je fais une présélection. Je peux peut-être benchmarker 10 agences de com. À la fin, j'en sélectionne 3. Et le client a un contact avec ces 3 agences-là. Et après, c'est lui qui fait son choix. Évidemment, moi, je suis là pour l'aider et le conseiller aussi. Mais le choix se fait aussi par rapport au rapport qu'on a pu avoir humain avec cette personne-là, idéalement physique. Mais sinon, aujourd'hui, avec les visios, on arrive quand même à faire passer des choses. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, pour répondre à ta question, il y a quand même une part qui ne va pas être une part très rationnelle sur des lignes de devis. Il y en a un qui a 25 pages, l'autre il y en a 32, l'autre il y en a 17. Enfin, je veux dire, les montants
sont relativement similaires quand même, ça explose pas, hein. La plupart du temps, on Mmh. n'a pas des écarts de 2 fois 2 fois 3. Donc voilà, on se Mais base pourtant, aussi sur… ça peut arriver parfois, hein. Ça arrive Ouais, même régulièrement. Si on contacte des personnes en freelance, une agence spécialisée je sais pas quoi, tu peux avoir ouais. des fois, plutôt des fois deux, mais ça arrive Alors aussi. moi, je parlais, tu sais, de la dernière sélection que je fais. Généralement, Bien quand je sûr. Ah oui, propose, oui, quand tu as présélectionné. voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais, j'ai présélectionné, donc il n'y a jamais des écarts monstrueux. Parce que aussi, c'est pareil, j'ai un budget de base. J'ai un Mhm. budget, il ne faut pas oublier que j'ai défini un budget aussi, donc ça rentre en ligne de compte dans ma sélection quand même, malgré tout, à un Ouais. moment donné. Et bah tiens, c'est quoi tes retours d'expérience, ta stratégie? Est-ce que tu annonces tout de suite le planning? Oui, mais le budget à l'agence, ou c'est une mauvaise pratique? Ou c'est Non, pas mal parce que ça permet de gagner du temps? j'annonce pas le budget, non. J'annonce pas T'annonces le pas le budget. budget? Non. Ok. Parce que nous, on Non. s'est fait une spécialité d'essayer d'avoir cette info-là, parce qu'un peu comme tu le dis, si on sait que nous, de base, par exemple, projet e-commerce, va avoir une connexion ERP, va avoir ci, va avoir ça, on sait tout de suite, ça va être au moins dans les, je sais pas, 30 000 euros et machin, et que le client dit, ouais, mais moi j'avais, enfin le prospect, ouais, mais moi j'avais que 5 000 euros en face, c'est un peu compliqué. Par contre, je suis d'accord avec toi que c'est dommage de dire juste c'est quoi votre budget, mais c'est plutôt de dire, bah, vu tout ce que vous me racontez, je pense qu'on est plutôt dans telle fourchette, est-ce que ça colle avec ce que vous aviez en tête? Mais je pense que c'est important d'avoir cette discussion assez rapidement, parce que sinon, bah, pareil, on va faire perdre du temps à tout le monde, quoi. Tout à fait. Mais alors, quand tu as un client direct, je comprends. Après, c'est vrai que le rôle que je joue, moi, et je pense, peut éviter ça. Et aujourd'hui, ça évite ça. C'est-à-dire que moi, en fait, c'est moi qui discute tarifs. Mhm. Je suis le premier à discuter tarifs avec les agences. Ouais. Donc, en fait, il n'y a pas la notion du client qui, comme tu le disais, va dire, ah, moi, j'avais que 5 000 euros, du coup, je ne comprends pas, ou alors ça ne rentre pas dans les clous. Non, il n'y a pas ça, parce que moi, j'ai déjà une Mhm. culture assez suffisante. Je ne suis pas expert, mais j'ai une culture suffisante pour savoir où je vais. Selon ce que mon client va me demander, déjà à la base, son budget, je vais lui dire, c'est pas la peine. Donc déjà, moi, le budget, je le travaille, si tu veux. C'est pas Mhm. juste je demande le budget du client et puis je pars. Moi, pour que j'accepte de travailler avec un client, il faut que ça colle aussi avec la réalité. S'il me dit, moi, j'ai 5 000 euros pour faire un site d'e-commerce et qu'il n'en déroge pas, on ne travaillera pas ensemble. C'est pas grave. Je Mhm. l'apprécie toujours autant, mais je veux dire, on ne peut pas travailler ensemble. C'est Tu pas vas boire possible. une bière avec lui, mais tu vas pas faire un site avec lui, quoi. C'est ça. Cette mission, je la prendrai pas, même si je l'apprécie énormément, parce que tout simplement, c'est un échec assuré. C'est un échec assuré. Il ne faut pas qu'il y ait cette épée de Damoclès du budget trop serré. Mhm. Et ça, c'est important quand même. C'est beaucoup de travail à la base, hein, des fois, hein. Beaucoup de travail. Mhm. Et alors, du coup, toi, tu gérais le projet du client. On reviendra après sur la partie conception, développement, à quel point il faut. Mais là, j'ai une petite question. C'est est-ce que le côté proximité géographique dans tes missions à toi a une importance ou pas? Au final, ça peut se gérer très facilement à distance. Ça se gère à distance. Très honnêtement, ça se gère à distance. Moi, Parce j'ai que je crois que plutôt, alors, t'allais les voir régulièrement quand même. si je dois parler de mon cas personnel, moi j'ai plutôt un ADN où j'ai besoin d'être à proximité. Donc même si Mhm. j'ai des clients qui sont aujourd'hui disséminés dans toute la France, il y en a de partout, hein. Mhm. J'en ai extrême nord, extrême sud, extrême est-ouest, peu importe, j'en ai un peu partout. Moi j'aime aller voir mes clients. C'est important pour moi d'avoir des contacts réguliers, physiques. On se rend compte, on se dit les choses. En fait, il y a beaucoup de projets où on arrive à désamorcer. Alors peut-être je vais un peu en avance des questions qui viennent, mais Mhm. on arrive à désamorcer des problèmes ou à gérer des choses en amont ou à les prévoir ou à les prévenir en off. Il y a Mhm. énormément de choses qui se gèrent en off. Or, les rendez-vous visio, c'est très cadré, c'est très bien parce qu'on maîtrise le temps. La plupart du temps, c'est très Mhm. bien pour ça. Chacun maîtrise son temps. Mais par contre, ça laisse pas de place au off, ça laisse pas de place aux états d'âme et aux choses comme ça. Et pour Mhm. autant, si on veut aller au bout du caractère humain dont je parlais, il faut avoir ces inputs-là parce que c'est hyper important dans les projets, voire même primordial, très Et c'est honnêtement. ce qui crée aussi la confiance. Et quand on est en confiance, on travaille mieux. Et si on a vu la personne en vrai, en chair et en os, en général, bah nous aussi, hein, on essaye un maximum de rencontrer nos clients. Alors c'est vrai que des fois, sont un petit peu loin, mais au moins une fois et surtout au lancement du projet pour que les équipes se rencontrent vraiment, pour qu'il y ait des échanges, c'est vraiment pas mal. C'est pour ça aussi qu'on a pris des super bureaux chez Pilotine. Ça permet d'accueillir les gens. Souvent, ils ont envie de venir voir un peu à quoi ressemblent les locaux et tout ça. Je C'est pas mal. confirme, c'est magnifique. On a fait la photo, non, quand vous êtes venu, je crois. On a fait. Ouais, ouais, très beau cadre. Euh, donc du coup, on a parlé du cadrage, c'est important qu'il s'implique sur l'aspect conception, l'aspect design. Est-ce que là, ton client intervient, toi oui, mais est-ce que ton client, il est beaucoup intervenu sur l'aspect design? Comment il doit s'impliquer à cette étape-là quand on a les Alors, ça maquettes fait graphiques et partie, tout? ouais, super question. Ben ça, en fait, ça fait partie clairement des choses dont je m'occupe peu. Parce qu'en fait, c'est pas mon site. Mhm. Donc, moi, je peux avoir un conseil,
je peux faciliter les choses, je vais vulgariser aussi souvent ce que les agences de com ou les autres prestataires, leur jargon qui est parfois un peu barbare en termes d'informatique. Donc moi, je vais essayer de vulgariser tout ça auprès de mon client. Par contre, toutes les phases de conception, c'est les siennes, c'est son site demain. Donc là-dessus, moi, je l'assiste, je vais être présent, mais par contre, je n'aurai pas mon mot à dire, en l'occurrence. S'il faut que ce soit jaune, bleu, vert, s'il faut que ce soit plus gros, plus grand, qu'il y ait tel caractère, tel truc, tel dessin, non. Là-dessus, je vais très peu m'impliquer. Je vais être à l'écoute, mais je vais très peu m'impliquer sur cette partie. Et donc là, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est quand même au décideur final de prendre la décision. Complètement. Faut pas qu'il se sente un petit peu acculé et qu'il soit obligé de dire OK, j'aime ça alors qu'il aime pas du tout, quoi. Donc il y a un peu les goûts et les couleurs. Et alors du coup, ça c'est intéressant. C'est, tu vois, nous on a toujours cette problématique, ce challenge où on voit que plus on a mis en place la confiance en amont, plus on a travaillé main dans la main avec le client sur le cadrage, plus c'est facile de valider les maquettes. Pour le coup, quand il y a pas la confiance du client, waouh, c'est chaud patate de la partie maquette. Donc ma question c'est plutôt à quel point vous avez écouté l'expertise, vous avez écouté voilà ce que Pilotine proposait et à quel point vous avez quand même des fois insisté en disant non, on veut vraiment ça, même si d'après voilà notre expérience, les tests qu'on a pu faire utilisateurs ou que sais-je, on vous a dit c'est quand même plutôt la bonne option. Comment ça marche? Quelle posture il faut avoir avec l'agence là-dessus sur l'aspect design? Alors moi, le message que j'ai toujours vis-à-vis de mes clients, c'est en l'occurrence Pilotine est l'expert en la matière. Donc il faut qu'on les écoute. Ils ont toujours ce qu'ils vont dire est très pertinent. Donc, on a besoin de vous écouter. On doit être à l'écoute donc de toutes vos suggestions. Pour moi, ça, c'est le message que je fais passer. Parce que vous avez l'expérience que le client n'a pas. Donc, toutes vos suggestions sont bonnes à prendre. Toutes les idées ne sont pas forcément bonnes. Elles peuvent être sexy sur le papier, mais une fois que c'est sur le site, non, ça ne le fait pas du tout en termes d'intuitivité, en termes d'ergonomie. Donc, clairement, on vous fait confiance. Et moi, le message, c'est toujours faire confiance. À partir du moment où on a communiqué au départ, la communication était fluide et bonne. Vous savez où on veut aller. Vous connaissez les valeurs aussi qu'on vous a communiquées. Donc, vous êtes capable de projeter quelque chose qui ressemble à l'entreprise. Pour moi, voilà mon message vis-à-vis de mon client, vis-à-vis évidemment du tien, c'est le même. C'est on va faire confiance à Pilotine. Et c'est extrêmement important d'être en harmonie et non pas toujours dans une défiance de dire oui, mais nous, on aurait voulu ça comme ça. Et ça, si on ne le travaille pas en amont, l'humain est ainsi fait que quand on lui présente quelque chose la première fois, il ne va pas adhérer tout de suite ou il ne va pas adhérer. Mais si on prépare en amont en disant, voilà, ce qu'ils vont nous présenter, c'est des années d'expertise, c'est les bonnes pratiques en réalité, bah, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facilement acceptable en fait. Ouais, surtout s'il y a eu de l'échange qu'on a bien mis en place, les objectifs, les valeurs, positionnement, raison d'être, tout ça. Ok. Alors, je sais que dans le cadre du projet qu'on a mené, là, le dernier en date, la partie web design, ça a plutôt bien coulé, bien roulé. Sur la partie logo, ça a été un petit peu plus touchy. Donc là, quelle a été ton implication? Comment t'as fait? Parce que le logo, c'est encore plus les goûts et les couleurs, quoi. Parce que tu dis, ouais, je vais le mettre de partout, mon logo. Donc, quel petit retour d'expérience tu peux faire là-dessus? Bah, moi, en fait, je fais souvent par rapport aux réunions qu'on a fait, des débriefings derrière. Pour moi, c'est hyper important. Parce que comme ça, quand on est à froid, on n'a pas forcément les bonnes réactions, on n'a pas forcément deux réactions tout simplement. Donc en fait, à chaud, tu veux dire. À chaud, ils osent pas dire quoi. Ouais. À chaud, autant pour moi. À chaud. À chaud, bien sûr. Donc c'est important pour moi d'avoir un retour après plutôt à froid quand on a réfléchi, quand on a éventuellement montré à d'autres personnes aussi ces logos-là. Et après, ben moi, c'est de la transparence, un langage de vérité. On doit se dire les choses. Pour moi, le mot problème n'est pas tabou. Au contraire, il faut savoir se dire les problèmes. Il faut savoir se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est hyper important dans la conduite d'un projet. Si le mot problème devient tabou, ben, ça va être de pire en pire et on va vouloir que tout se passe bien, mais en fait, les problèmes vont grossir et on en a de plus en plus peur parce qu'on n'est pas capable de mettre le doigt dessus. Donc, c'est un engrenage infernal. Donc, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, il faut le dire. Donc, moi, je suis à l'écoute. Il y a des choses qui peuvent mal se passer. Et ce qu'on attend de moi, et je pense que ce qu'on attend de toi aussi, bah, c'est de rebondir. C'est cette agilité, de se dire, OK, ça ne le fait pas. Ça peut arriver. On propose autre chose. Donc, en réalité, bah, en fait, tout simplement, les propositions n'ont pas matché. Voilà, ça peut arriver. Et je dirais que bah, ce qui était important, c'est de venir vers toi, de te dire les choses. Et tu es hyper ouvert à ça. Et ça, c'est là où ça matche bien, hein, de toute façon. C'est que moi, je dis les choses, je suis transparent. Toi, tu es prêt à les écouter. Et après, on rebondit. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver une solution. Le truc, on ne va pas ruminer les choses, ça ne sert à rien, c'est au contraire. Donc, il faut trouver une solution et rebondir. Et c'est ce que tu as fait. Du coup, tous les deux, on a travaillé sur un nouveau logo.
Et après, derrière, vous nous avez fait une proposition qui a matché de fou et aujourd'hui, c'est Hmm. excellent. Mais c'est vrai que c'est arrivé. Moi, je crois que ça arrive quoi, 2 fois, 3 fois sur l'ensemble du projet où à un moment il a fallu qu'on se pose en disant bon, euh, quel est le problème, quelles sont les solutions. Enfin voilà, c'est quoi le petit obstacle à gravir ensemble. Et c'est vrai qu'à chaque fois on y arrive, mais il faut oser le faire. Et il y a pas longtemps, il y a un client, il m'a dit ouais, putain, en design là, bon, entre guillemets, pour faire plaisir, on a dit ouais, c'est bien. Et il dit mais bon là, ça fait quelques jours qu'on y réfléchit et non, en fait, on n'est pas vraiment d'accord. Et en fait, il vaut mieux dire ça. Donc heureusement que cette cliente m'a appelé pour m'en parler. Enfin, ça aurait été encore mieux qu'elle le fasse pendant la réunion, mais je pense que là, le rôle que doit avoir une personne comme toi ou le client final, s'il n'est pas accompagné par une personne comme toi, c'est oser dire quand il y a un truc qui le chiffonne. Parce que le fait de ruminer pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et après, au bout de 4 semaines, dire bon, finalement, le truc d'il y a 4 semaines, on n'était pas fan parce que nous, du coup, on a continué notre truc, quoi. Et donc, au final, après, ça fait perdre un petit peu du temps à tout le monde. Et au final, d'avoir ce discours de vérité, d'être en confiance, mais en même temps de dire ce qu'on pense vraiment, c'est un peu comme en management. Hein. Je sais que nous, enfin voilà, j'ai eu en management quand j'étais beaucoup plus jeune, je sais que je voulais toujours faire plaisir. Donc quelqu'un, le boulot était pas top, je dis bon, ça sera mieux. Donc du coup, j'étais confiant. Je dis mais t'inquiète, ça sera mieux. Ouais, c'est bien. Vas-y, on peut faire ça encore en mieux. Je lui disais pas ce qui allait pas et je lui disais que ce qui allait, en me disant comme ça, elle pensera du bien de moi. Mais c'est la catastrophe parce qu'à la fin, j'ai dû me séparer de cette collaboratrice. Alors que si tout de suite j'ai dit attends, waouh, là stop, là ça va pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Ça serait peut-être mieux passé. Donc que ce soit en management, que ce soit pour gérer un projet, je pense que c'est important de dire le plus vite possible, les plus, les moins, et quand il y a des moins, de trouver ensemble les solutions. Et donc, tu as raison. On s'est posé 3 fois sur ce projet, on a trouvé des solutions, et on s'en est bien sorti. Donc, ça vaut le coup de faire ça. Ok, on a parlé du cadrage, on a parlé de la conception. Maintenant, on va aborder le développement sur la partie technique. Donc là, ça devient technique. Donc là, ton client final, il doit commencer à être un peu plus perdu. Quel rôle doit avoir le client sur la partie dev? Une fois qu'on a validé les maquettes, le logo, tout ça, ok, c'est tout beau, on signe, on passe à la suite au dev. Qu'est-ce qui se passe? Après, c'est être très proche de l'avancement, en fait. On fait des réunions régulières. C'est important de suivre l'avancement, la réalisation, pour déjà avoir des premiers retours de votre côté. C'est important que vous ayez des inputs des clients de tiens, ça, encore une fois, c'est ce que tu disais, si on ne se dit pas les choses au bon moment, tout le monde y perd. Tout le monde. Je dis bien tout le monde. Personne n'a intérêt à ce que ça parte de biais. Si au début, on ne se dit pas les choses, derrière, vous allez continuer vos développements dessus, sur une base qui n'est pas saine. Et derrière, au bout de quelques semaines, vous allez passer des heures et des jours de développement. On a un rendu qui n'est pas satisfaisant, où on s'en rend compte à un moment donné. De toute façon, on s'en rend compte à un moment donné. Le problème, c'est que quand c'est à la fin du projet, c'est dramatique. Ça devient compliqué. Ouais. Là, c'est dramatique. Donc, il faut suivre, effectivement, hein, je pense que c'est important, des réunions régulières d'avancement. Donc là-dessus, on en fait quand même quelques-unes tout au long du projet. Je pense que c'est ça hein, que tu voulais évoquer à ce niveau-là. On n'est pas encore sur la phase de déploiement, hein, je pense pas. On est plutôt en amont. On est sur la phase vraiment de développement. Ouais, là, c'est en train de dev. On a validé les maquettes et ça dev là. On fait le site, on fait les pages et tout ça. Ouais. Et il y a un truc qui est intéressant que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé il y a les réactions à chaud, pardon, et il y a les réactions à froid. Et c'est vrai qu'on a certains clients des fois qui nous poussent un peu dans nos retranchements d'un point de vue délai. Je sais pas, ils se mettent des fois des pressions de ouf pour pas grand chose. Il y avait un peu ce côté-là dans le projet qu'on a géré ensemble. Il y avait un petit côté pression timing que vous aviez côté client. Il y avait un gros salon et tout ça, et pour vous c'était hyper important de venir avec des billes pendant ce salon-là, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mais des fois, quand on se met la pression sur les délais, c'est-à-dire que nous on va être obligé de rétrécir certaines étapes. Et bon, si faire un logo, ça te prend 4 jours pour bien le faire, ça, tu auras du mal à le réduire. Et si tu mets 3 designers dessus, tu peux que gonfler le temps, donc ça va pas forcément réussir le truc. Par contre, on arrive à réduire le temps de retour qu'a le client. Mais au final, est-ce que c'est une bonne chose de laisser que 10 minutes au client pour se décider sur son logo plutôt que de lui laisser des fois 3-4 jours? Et je pense là, c'était intéressant ce que tu as dit, c'est qu'il faut prévoir aussi suffisamment de zones tampons pour avoir un avis à froid sur les choses et prendre le temps de faire le vrai retour. Parce que sinon, à chaud, t'es obligé de dire, ouais, go, attends, j'ai envie que ça avance, go, c'est parti, c'est bien. Alors que dans le fond, tu te dis, ouais, c'est pas ouf. Donc, je pense que ce sujet de se laisser suffisamment de temps aussi pour faire le retour, c'est pas mal. Je sais que dans le planning qu'on avait géré là sur ce projet, à certains moments, on a été obligé un peu de les étendre, non? Vous aviez besoin de plus de temps pour faire vos retours. Il y a eu des sujets en fait, comme ça. Je dirais concrètement, il ne faut pas se faire piéger par les délais. Bon, nous, on avait un petit défi, donc c'était un peu particulier, mais j'ai envie de dire, au départ, finalement, on met en place un rétro-planning
Qui est On se doit ambitieux. de le faire, Ouais. c'est normal, c'est Mhm. logique, il y en a toujours un. Et le but, c'est de le tenir, bien évidemment. Mais il ne faut pas se faire piéger par les délais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on voit que les choses partent un peu à la dérive pour plein de raisons, on les évoquera peut-être après, plus tard, tout à l'heure, mais il faut être capable de rebondir là-dessus. Et en fait, se dire, est-ce qu'on est capable de repousser le délai? Quel est, en fait, si tu veux, c'est une histoire d'arbitrage. Moi, je dis toujours ça. Dans le projet, il y a toujours des imprévus. Et ces imprévus, ils demandent de l'arbitrage. Si un imprévu, ça veut dire qu'a priori, on n'arrivera pas à avoir ce qu'on voulait à la date voulue. Donc, il n'y a que deux leviers sur lesquels on peut jouer, soit le contenu, ce qu'on voulait, soit la date. Si on privilégie le contenu en disant on veut impérativement le contenu, dans ce cas-là, il faut jouer sur la date. Si on veut impérativement tirer la date, il faut diminuer le contenu. Et il y a un arbitrage à faire. Voilà. Ça, c'est hyper important. Il faut pouvoir se le dire aussi. Donc, faut être capable des fois de recalibrer un peu le scope du projet ou le cadrage ou à quel point tu vas faire des lots, quoi. Allez, on va sortir peut-être ça d'abord et puis ça sera un peu plus tard et tout ça. Donc, d'être capable d'être flexible aussi au niveau de ses besoins. Parce que, alors, honnêtement, ça arrive pas souvent, mais on peut avoir des clients un peu moins compréhensifs que d'autres et qui veulent tout, alors qu'ils ont eux-mêmes été en retard à certains moments et qu'après ils disent non, mais la date on la change pas, on change pas le scope non plus, puis je veux pas payer un centime de plus et au bout d'un moment il veut tout quoi. Et bah ça c'est compliqué, ça devient stressant pour tout le monde et à la fin en plus le pire c'est qu'ils sont même pas contents les clients parce que de notre côté ça a été tellement la catastrophe que bah il n'aura pas le résultat escompté, donc je pense que ça vaut le coup que l'agence soit hyper flexible aussi, qu'elle s'adapte un petit peu à son environnement, mais que le client lui-même prenne le temps aussi de s'adapter et de pouvoir prendre le temps d'en discuter, de voir de voir les différentes routes qu'on peut tous prendre ensemble, et ça c'est pas mal. Ok. Et après, quand il va falloir commencer à intégrer les contenus, une fois que le dev a été terminé, à quel point le client il doit s'impliquer là, quand il faut fournir les contenus. Ça y est, on a un beau site, hein, mais il va falloir remplir toutes les pages là. Bah, l'idéal, c'est de travailler dessus un peu en amont, hein. Ça, c'est un peu le fil rouge, on va dire. Ouais. Il y a aussi, et ça, c'est de mon côté un peu la stratégie en interne du client, c'est d'être capable de le solliciter au bon moment. Moi, dans ce que je fais, il y a une part qui est très, très importante, c'est ce pilotage de projet, c'est être capable de le structurer. Parce qu'un client, généralement, il va avoir du mal à structurer. C'est pas qu'il veut pas, mais il va avoir du mal à structurer tout simplement parce qu'il est pris dans son quotidien. Et que, j'ai envie de dire, la priorité pour lui, c'est le business, c'est son business. Et même si le site internet, c'est hyper important, à un moment donné, il va privilégier son business. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et Donc, surtout, en fait, on privilégie le business court terme. C'est vrai que ouais. les projets qui apportent du business à long terme, souvent, on dit plus tard, plus tard. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est tout simple. C'est un client qui appelle, qui a un problème ou, je sais pas moi, un prospect qu'on peut signer aujourd'hui, on va y aller. Si on avait prévu de passer une journée à travailler pour le site internet, c'est balayé. Sauf que ça, mis bout à bout, toutes ces journées mis bout à bout, fait que le projet, il part totalement à la dérive. Et moins on est impliqué dedans, et plus on le laisse dériver. Donc ça, en fait, moi, si tu veux, ce que je fais, c'est que je structure en fait l'énergie qui est mise en face par le client, par l'équipe en fait, hein, par la ressource humaine, hein, très, très clairement, les personnes que j'ai dans l'équipe client. Et en fait, je les sursollicite jamais. Je les sollicite au moment où on en a besoin. Et ça, c'est hyper important parce que pour donner un ordre d'idée, dans les projets, il y a à peu près une personne sur deux qui est en lassitude au niveau du projet. Il y a à peu près 50% des personnes qui tombent en lassitude au niveau du projet. Et ça, c'est fini. Quand c'est comme ça, c'est terminé. La lassitude, c'est fini. La personne n'a plus du tout envie de s'impliquer. Donc, moi, j'essaie de faire en sorte que ça n'arrive pas. Et pour ça, il ne faut pas sursolliciter les gens. Il faut être chirurgical. À un moment donné, on a besoin d'une réunion avec le prestataire Pilotine. On se cale 1 heure, 2 heures, une demi-journée avec Pilotine. Et après, derrière, je me charge du reste. Et ça, c'est dans mon rôle, c'est quelque chose de vraiment primordial pour le coup. Et donc, du coup, tu disais tips numéro 1, solliciter les personnes au bon moment. Tips numéro 2, est-ce qu'il y aurait quand même faire des relances, le fait que toi, tu sois un peu, pas agressif, mais tu sois engagé, quoi, proactif et que tu relances. Est-ce qu'il y a besoin de relancer? Parce que j'ai l'impression un chef de projet, s'il dit juste, tiens, il faudra faire ça pour telle date, mais qu'il relance pas, il y a peu de chances que ce soit fait pour telle date. Alors là aussi, hein, honnêtement, c'est délicat, c'est hyper délicat. Parce qu'il faut, moi de mon côté aussi, il ne faut pas que je sursollicite ou il ne faut pas que je sois toujours après le client. Donc, c'est une manipulation pardon, très fine. Alors, je dis manipulation, c'est pas un terme péjoratif, hein, c'est juste être capable de choisir les bons moments et relancer le client, c'est inévitable.
inévitable. Mais ça, moi, je te l'évite quelque part. En Mm. étant en face de toi et le client, après, moi, je le gère, ça t'évite d'être en frontal là-dessus. Et comme je te l'ai toujours dit, ça évite, entre guillemets, des créations potentielles d'animosité. Toi, tu es vu comme l'agence de com, super, ils nous ont fait des super écrans, ils sont en train de travailler pour nous, c'est génial, et moi, c'est ce que je veux. S'il y a des tensions, des choses, moi, je les gère, c'est à moi de les gérer. Mm. Moi, je veux que ça se passe très bien avec l'agence de com, en l'occurrence Piloting. Moi, c'est ça qui m'importe. Que après, j'ai des tensions à gérer, des choses comme ça, j'en ai forcément, il faut que ce soit transparent pour vous. De la même manière, s'il y a des choses qui coincent de votre côté, je dois le gérer aussi, moi, de mon côté, sans en faire part au client. Ça évite tout ça. Moi, je le gère de mon côté quand je peux le faire de manière autonome. Et ça évite tout un tas d'animosités, de problématiques, de plein de choses. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Ok. Et du coup, après donc là, on a vu la partie bon, gestion de projet en interne quand il va falloir intégrer les contenus et tous ces éléments-là. Donc, il faut que le client soit impliqué au bon moment et qu'il arrive à prendre du temps à cette période-là, même si il a dans son quotidien, là comme tu dis, un prospect qui appelle et tout ça qui prennent suffisamment de temps. Donc toi, tu les décharges aussi un peu, je pense, en partie de certains éléments. Je sais qu'ils ont été très impliqués. On en parlera après sur une étape clé du projet. Sur la partie mise en ligne là. À quel point, enfin mise en ligne, c'est ce qu'on appelle la garantie aussi. Donc le site est mis en ligne. Après, il faut checker, pourquoi pas tester 2-3 trucs. À quel point le client s'implique, ou est-ce que c'est toi qui fais tout? Est-ce que c'est le chef de projet, ou il y a aussi il faut les impliquer là? Alors cette partie-là, dans les projets que je gère, généralement, je m'en charge quasiment complètement parce que Mmh. il y a une espèce de culture en fait aussi qui est hyper importante de comment on va faire des tests quand il y a des tests à faire. Ouais. Et ça, c'est pas anodin. Comment on échange avec Pilotine sur une fois que le site est mis en ligne dans sa version bêta, quels sont les tests à faire, comment on remonte les anomalies, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une vraie gestion. Donc ça, pour le coup, généralement, je m'en charge à 100%. Ok. Donc ça, tu t'en charges là. Donc en gros, si la gestion de projet est faite en interne, ça c'est le boulot du chef de projet en général. Il n'a pas besoin des autres équipes dans la boîte, quoi. Ouais, espérons-le. La plupart du temps, c'est comme ça qu'il faudrait que ça se passe. Ouais. Du temps. Il faut du temps. Il faut beaucoup de Ok. temps. Ça demande beaucoup de temps. Ben, si, faut que j'avais une question, je sais pas, mais s'il y a une entreprise qui a vraiment qu'une seule personne en interne qui peut suivre l'ensemble du projet, à ton avis, comment elle peut s'organiser pour ne pas être dépassée? Ce sera peut-être un résumé de ce que tu m'as dit, mais je sais pas, à ton avis, comment on fait pour pas se laisser déborder, dépasser par tous les événements? Tout seul, ça dépend vraiment du projet déjà, j'ai envie de te dire. Ça dépend si tu es Mhm. sur quelque Bon, un chose. petit site vitrine, ça va être simple, mais un projet comme le nôtre Ouais, là, ouais, c'est site ça. C'est vitrine. e-commerce, B2B, il y a Compliqué. un ERP, il y a machin, t'as 3-4 interlocuteurs, tout ça là. Comment tu fais pour pas te laisser déborder? Seul, franchement, c'est extrêmement compliqué. Pour moi, j'ai des warnings dans tous les sens si la personne est seule. Parce que seul, ça veut dire que tu n'as pas de backup, quoi. Je me mets à Mhm. ta place, demain, la personne, elle a un problème quel qu'il soit, il n'y a plus personne, quoi. Donc, une seule Mhm. personne, ça me paraît presque mort dans l'œuf, quoi. C'est très compliqué. Il faut avoir une équipe derrière, quelques personnes quand même qui peuvent accompagner. Vraiment, Mhm. seul, c'est extrêmement compliqué. Bon, pour des Extrêmement. projets ambitieux comme ça. Après, un petit Ouais. site vitrine, ça peut être plus facile. Alors voilà, Et si sur cette personne, un c'est site de même pas un chef e-commerce. de projet, ouais, en e-commerce. Et si cette personne, en e-commerce, là toujours, c'est même pas un chef de projet, mais c'est le dirigeant directement. Est-ce que tu y crois là? C'est pareil, c'est compliqué, mais il y a toute typologie. Chaque projet est différent. Tu as la Mhm. typologie du chef d'entreprise qui a une appétence pour l'informatique, qui a envie de diriger le truc lui-même, qui a envie de piloter. Et puis tu as Mhm. celui qui laisse totalement ses équipes faire parce qu'il y connaît rien, que c'est pas son sujet. Donc c'est Mhm. difficile. C'est pas que je veux pas répondre à cette question, mais c'est difficile. Je pense que c'est pareil. C'est très délicat à gérer. Très honnêtement, c'est très délicat pour des histoires tout simplement de disponibilité déjà dans ce cas-là. Mhm. Ok. Bon, on l'a vu, hein, nous on a eu par le passé des clients où c'était le dirigeant direct qui avait un niveau de compétence qui peut être moindre qu'une personne qui a plusieurs années d'expérience dans le digital ou qui a déjà géré ça. Et honnêtement, c'est chaud patate. Et voire plusieurs fois, c'est même aller au casse-pipe. Au final, bah, le temps devient de plus en plus long parce qu'on n'a pas de réponse, parce que la personne est dans son quotidien. Puis, je crois qu'on a eu un record où le site a mis 5 ans pour sortir. Donc autant me dire que Ah quand il est sorti, il était déjà vieux, il fallait déjà faire une refonte limite, donc c'est un petit peu dommage. Un petit peu dommage. Ok. bon.
Est-ce que tu as des outils ou des méthodes que tu pourrais nous recommander pour fluidifier un petit peu la collaboration, éviter les blocages et tout ça? Bon, je pense que le secret, c'est la communication déjà, de toute façon, quoi qu'il Donc, advienne. Donc moi, je fonctionne communiquer. pas mal en off, quoi. Ça, c'est sûr, hein, aussi. Hein, j'ai-à-dire que moi, mon téléphone est toujours ouvert, hein, donc il y a des choses aussi. C'est difficile de tout structurer en réunion timée. Mhm. Donc je pense que ouais, c'est principalement la communication là-dessus. Ta question, c'était quoi? Tu peux me rappeler, s'il te plaît? Outils ou méthodes, est-ce que tu as théorisé une Ouais, méthode? Tu dis, moi, c'est la méthode ABCD, je sais pas ouais. quoi. Alors moi, je pars d'un principe. Il n'y a pas de recette magique en fait, si tu veux. Donc moi, les méthodes de gestion de projet, je les connais, je les applique pas la plupart du temps, parce qu'en Ok. fait, pour chaque projet, chaque entreprise, tu es obligé de faire du sur-mesure, parce que tu n'as pas la Mhm. même typologie en face, tu n'as jamais la même ressource. Tu l'as dit toi-même, tu as un dirigeant qui va vouloir s'impliquer, un qui veut pas s'impliquer. Bon, déjà, ça change complètement la donne. Donc c'est très difficile de venir calquer une méthode en disant, mais celle-là, elle marche tout le temps. Moi, j'ai du mal Mhm. avec ça. Donc, c'est vrai que j'ai besoin de m'imprégner de la culture du client et après, je peux lui proposer quelque chose qui est sur mesure. Donc, moi, je dirais, il n'y a pas de recette miracle. Vraiment, tout est basé sur le fait d'échanger sur ses besoins, ses objectifs, ses valeurs. Donc, clairement, la communication, la transparence, ça, c'est hyper important. Voilà, je dirais, moi, je résumerais ça. Mhm. Bah, tu sais, de notre côté, nous, on a une méthodologie en 8 étapes, par exemple. Avec la première, c'est on fait le cadrage. Après, on fait l'atelier de validation de l'arborescence. Après, s'il y a des sujets acquisition web marketing, on va faire l'atelier web marketing. Après, tu as le wireframe, V1, V2, le web design, V1, V2, le développement, l'intégration, la formation, etc., etc. Et qu'on arrive à appliquer pour chacun des projets. Et par exemple, en termes d'outils, nous, on utilise ClickUp. Et ben tu vois, ClickUp, tu as raison, en fonction de la cible, il y en a, ils vont nous dire, mais génial ce truc, j'ai jamais vu un outil aussi utile, nanana. Et il y en a d'autres, ils vont nous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette daube, je ne comprends rien, c'est nul. Donc heureusement que tu t'arrêtes pas à l'avis de juste celui qui a dit que c'était nul, sinon tu te dis, bon bah c'est quoi il est nul ce ClickUp, on va le virer. Et au final, on a plutôt 80% des gens qui nous disent c'est génial, machin, tout ça, et t'en as 20%, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent même pas l'intérêt, et ils disent, je perds du temps avec cet outil-là. Donc au final, voilà, quels que soient les outils et les méthodes, comme quoi c'est pas parfait, des fois il faut adapter un petit peu au client, quoi. En termes d'outils, oui, je vois ce que tu. En termes d'outils, moi j'ai des outils évidemment, mais alors je t'avoue, il y en a certains, je leur présente même pas. Les connaissances, c'est même Mm. pas la peine. Par contre, moi je les utilise. C'est-à-dire que j'ai toujours des outils. Donc je traite toujours mes projets sur des outils type Trello, Asana, des choses comme ça, tu vois, tout Mhm. systématique de toute façon. Donc Donc des outils de moi j'ai gestion une de maquette. projet, quoi. Ouais, moi j'ai une maquette de gestion de projet. Ce que je voulais dire, c'est la manière dont je le gère avec le client, c'est transparent la Mhm. plupart du temps. Moi, de mon Ouais. côté. Par contre, ce qui est hyper appréciable, c'est que toi, tu as une méthode qui soit, enfin, une méthodologie qui soit structurée. Moi, j'ai Mm. pas besoin de ça sur ce type de projet, beaucoup moins. Tu vois, moi, c'est être Bien sûr. présent, suivre et être capable de piloter le projet et de te suivre. Mm. Sur d'autres projets, là, par contre, et finalement, là, j'ai une méthodologie qui est beaucoup plus aboutie. Si je dois faire, par exemple, un choix sur un logiciel et que ça doit aller jusque l'installation, le déploiement, la formation, le machin truc, là par contre, j'ai une vraie méthodologie. Mm. Mais Ok. là-dessus, c'est toi l'expert. Moi, je suis entre le client et toi, donc l'idée, c'est plus de suivre activement, on va dire. Ok. Après, nous, ce qu'on aime bien quand on bosse avec des gens comme toi ou que l'entreprise, le client s'est fait accompagner par une agence de référencement naturel, par exemple, ou que sais-je, bah souvent après, ils nous donnent un peu en disant, dans le cadre du projet, il va falloir mettre en place ça. Ou tiens, pour nos contenus, on a créé une matrice de création de contenu, on a créé une matrice de redirection des contenus. Chaque fois, en fait, nous, c'est plein d'éléments dont on va s'imprégner, qu'on peut remettre à disposition. Donc, en fait, nous, on crée un catalogue de plein d'outils. Et en fonction du profil du client, du profil du projet, du profil de plein de trucs, on peut redonner comme ça des matrices, des templates et autres pour fluidifier un petit peu la relation. Mais du coup, c'est chaque accompagnateur, j'ai envie de dire, a sa propre méthode et du coup, des fois, ça s'adapte mieux à certains projets. Donc, par exemple, pour le dirigeant occupé, qui s'y connaît bien, par exemple, sur des outils comme Trello, il va te dire ClickUp, j'aime pas, je préfère un Trello, et puis il y en a d'autres qui vont adorer, donc faut essayer de sortir ça au bon moment, quoi. Ok. Est-ce que tu as pu voir, dans le cadre des projets que tu as gérés avec certains clients, des comportements chez ton client qui ont parfois pu faciliter la réussite du projet ou qui ont parfois compliqué? C'est quoi les petits... Voilà, si on devait aiguiser notre regard sur les comportements de nos clients, voilà, si tu devais donner deux, trois comportements où tu dis, ouais, gros red flag, et deux, trois comportements où tu dis, ça sent bon. Qu'est-ce que Ouais, tu aurais en tête?
Premier indicateur pour moi qui est révélateur direct, c'est la réactivité. Là, c'est un on-off. Hein. J'ai presque envie de dire c'est binaire. Hein. Si ton client n'est pas réactif, c'est mal embarqué. Très mal embarqué. Parce qu'il faut arriver à ce que le client soit vraiment proactif. Et si, quand tu le sollicites, tu n'as pas de réponse, alors l'idée, c'est pas de répondre dans la minute, mais la réactivité qu'on demande, c'est d'avoir des réponses quand même dans les jours qui suivent, de pouvoir, pareil, programmer des réunions sans qu'elles soient 2 mois plus tard. Donc la réactivité, pour moi, c'est vraiment le truc. Si je ne sens pas de réactivité, je suis obligé de recadrer les choses d'entrée de jeu. C'est qu'il y a un défaut d'implication. Si tu veux, c'est un révélateur d'un défaut d'implication. Et le défaut d'implication, pour moi, c'est extrêmement dangereux dans la gestion d'un projet, peu importe lequel. Il faut que le client soit impliqué dans son projet. C'est quand même son projet à la base. Hein. C'est quand même son projet à lui. Hein. Donc, il faut qu'il soit moteur de ce projet-là. Pourquoi aller demander au prestataire, en l'occurrence Pilotine, d'être moteur alors que finalement, c'est le client qui demande? On marche un peu sur la tête, en fait. Donc, c'est pour ça que pour moi, le client doit être proactif. C'est lui qui doit mettre on va dire, en exigence peut-être Pilotine, en l'occurrence, et pas l'inverse, parce que sinon, là, on inverse un peu le rôle des uns et des autres. Donc, pour moi, c'est ça, le premier. Après, la capacité d'être clair aussi. Ça, je pense que tu l'as tous les jours. Quelqu'un qui dit « Ah, je voudrais ça ». Ouais, non, mais d'accord, je sais pas, moi, je veux une voiture. Ouais, mais c'est parce que si je dis ça à quelqu'un, il va avoir du mal à me trouver la voiture. À un moment donné, il faut être précis dans ses demandes. Et donc ça, la notion de clarté dans les demandes, être capable de bien définir sa demande. Ça, c'est important. Et puis, encore une fois, je pense qu'on l'a dit, on va se répéter, mais je pense que la transparence, c'est hyper important. Quelqu'un où tu sens qu'il y a peu d'échanges. Tu vois, tu fais une visio, tu fais ta presse, ça doit déjà le vivre, tu fais ta presse, tu es en plein développement, tu montes tes premières maquettes, et de l'autre côté, tu as un client qui n'a pas de réponse. Bon, ben là, c'est pareil. Tu dis, waouh. Ouais, c'est chaud parce que toi, tu as besoin d'un retour, négatif ou positif, mais tu as besoin d'un retour. Zéro retour, c'est pire que tout. Donc, voilà. C'est vrai que dans les comportements qui peuvent compliquer, tu as raison, on voit les extrêmes entre le client qui est trop bavard, qui part dans tous les sens, qui est hyper créatif, et il te perd, et tu as ceux qui disent rien. Et du coup, quand tu es dans une réunion, il y en a un qui monopolise toute la parole et il saoule tout le monde. Et dans l'autre côté, tu en as un et il dit strictement rien. Bah, c'est vrai que ça aide pas à faire avancer le projet. On s'en sort toujours, mais voilà. Il y en a un, c'est déjà, il va falloir déployer des efforts considérables pour leur tirer les verres du nez. Et l'autre, va falloir trouver des techniques pour essayer de rester concentré dans la discussion. Mais ok. Est-ce que j'ai une question là qui m'intéresse bien, c'est, tu vois, il y a toujours des bonnes idées de dernière minute ou des modifications de dernière minute ou finalement pendant le salon, je sais pas quoi, on veut faire ça, machin, je sais pas quoi. Comment on fait pour gérer un peu ces modifications de dernière minute sans exploser le planning et le budget? C'est quoi la petite technique pour réfréner peut-être ces ardeurs? Enfin, j'en sais rien, mais comment tu fais pour gérer un peu ces bonnes idées de dernière minute? Alors, bonne idée de dernière minute. Mais là, en fait, je vais employer le même terme que tout à l'heure, et en fait, c'est un arbitrage. Souvent, cette bonne idée de dernière minute, si on estime qu'elle est meilleure qu'une autre, il faut en pousser une autre. Il n'y a quasiment pas d'autre solution. C'est-à-dire que, ok, ce truc, on en avait besoin, on s'en est pas rendu compte. Du coup, est-ce qu'on peut le rajouter? C'est compliqué. Souvent, toi, tu vas avoir fait un budget avec les fonctionnalités de base. Donc, quand on va te dire, tiens, il faudrait mettre ça en plus, tu vas faire la grimace et tu auras bien raison. Par contre, si j'arrive en te disant, écoute, Julien, on a besoin de ça, on a estimé, parce que j'aurais vu avec le client d'abord, on aura fait ce travail, c'est obligatoire, on en a vraiment besoin. Par contre, voilà, ça et ça, donc on va définir d'autres fonctionnalités sur lesquelles on va dire, OK, on est OK pour que celles-ci, on les repousse ou on les fasse pas. Voilà, je te dirais honnêtement, est-ce que l'idée est vraiment bonne? Déjà, c'est réfléchir à est-ce qu'elle est vraiment bonne ou est-ce que c'est vraiment le truc qui est sorti comme ça après l'apéro et, et on ne sait pas trop finalement si c'est cohérent. Donc, c'est déjà l'étudier de mon côté avec le client avant de te le présenter si j'estime qu'effectivement c'est pertinent. Mais il faut que moi, je prépare le client en amont à retirer des choses pour pouvoir mettre ça. Ok. Moi, ce que j'aime bien faire en général aussi, c'est quand il vient avec une bonne idée, c'est de lui donner souvent 2 ou 3 pistes. Alors, bonne idée,
Mais alors, du coup, il y a la piste 1, c'est on fait exactement comme tu as dit, mais ça va coûter hyper cher, ça repousse le planning, machin, mais tu as le droit. Hein. Deuxième idée, on va faire un peu plus light, et comme ça, on peut tenir le planning, ou on va faire un peu plus light, on peut tenir le budget, mais pas le planning, etc. Mais c'est à chaque fois de proposer plusieurs pistes. Parce que je trouve, j'ai vu que ça partait souvent en clash quand le client avait l'impression d'être bloqué et qu'on lui disait non. Je pense qu'un client déteste qu'on lui dise non. Par contre, il aime bien qu'on lui propose d'autres idées pour enrichir sa réflexion et lui proposer plusieurs voies. Parce que juste s'entendre dire non, c'est frustrant pour tout le monde, quoi. Ouais, je comprends. Après, moi, je t'avoue que dans mon rôle, dans le rôle qu'on me fixe généralement, il y a déjà cet arbitrage que je fais. Donc, Ouais. tu l'as moins en direct, tout ça. Mm. Mais c'est appréciable d'avoir des propositions, par contre, des alternatives. C'est très appréciable. La démarche est vraiment sympa. Dans le cadre du projet qu'on a fait ensemble, là, site e-commerce, B2B, tout ça, industriel, est-ce que tu as un exemple concret où l'implication de ton client, ça a tout changé et tu te dis, waouh, franchement, ils ont même dépassé les attentes? C'était une petite anecdote à nous raconter. Ouais, j'ai une anecdote. Après, ils ont été très exigeants. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez exigeant dans le principe, mais je crois que j'ai déteint sur eux à un moment donné et ils se sont fixés une exigence qui n'était pas du tout à la base ce qu'on s'était dit, c'est que ils ont voulu en fait mettre leur propre contenu photo sur le site. Plutôt que de reprendre celle de tous les distributeurs. En fait, vous avez un catalogue, il y avait combien de références? Alors, à date, il doit y avoir en nombre de photos, parce que c'est un peu particulier, il doit y avoir 800 photos. Ouais. 800 photos. Donc, il y a 800 photos à faire. Donc, moi, on en avait parlé du début et on avait dit les photos, on verra, on arrivera à les récupérer avec les fournisseurs. Voilà, on arrivera à collecter les informations. Et en fait, à un moment donné, ils m'ont dit non, on va les faire. C'est leur choix. Moi, je leur ai dit ce que ça représentait en termes de coût et en termes de temps. Et en fait, ils se sont lancés. Et ça, aujourd'hui, on ne va pas se leurrer, je pense qu'on est tous d'accord, en termes de qualité du site, ce qu'ils ont fait là, l'implication qu'ils y ont mis, le temps et le budget qu'ils ont mis là-dessus, ça a fait un site, mais voilà, il est gradé, mais c'est incroyable ce site avec du contenu qu'ils ont produit en termes de photos. Par contre, le temps passé et le budget, c'est colossal. Il a fallu une implication énorme de leur côté là-dessus, ça c'est clair. Donc ça, c'est la super surprise. Bon, voilà. En tout cas, là, pour le coup, l'implication, pour répondre à la question que tu m'as posée, là, l'implication, elle a joué son rôle, quoi. Ça a été vraiment l'élément clé. Mais bon, je crois que, parce que quand on a fait le point de fin de projet, le client a raconté l'anecdote et puis il avait trouvé un pote qui s'était cassé la jambe à ce moment-là, qui avait un appareil photo. Ils se sont dit, bah tiens, on va s'organiser. Il a pris tous ses produits dans sa voiture, il l'a emmené chez son pote et au final, ils ont fait ça en homemade. Mais effectivement, la qualité des photos a vraiment fait la différence. Même rien que pour se projeter sur le design. Entre un joli design, mais tu mets des photos toutes moisies, bah, tu dis c'est moche, et un joli design, tu mets des jolies photos, tu dis waouh, ça fait la différence. Donc la qualité des contenus est hyper importante. Je sais pas si des fois tu te balades sur le web et tu tombes sur des sites qui ont été faits 100% en IA. Les textes, c'est de l'IA. Les photos, c'est de l'IA. Franchement, on voit la différence quand la personne a mis de l'énergie et de l'effort dans son contenu, quoi. Que ce soit les photos, le texte et tout ça, je pense que c'est quand même assez important. C'est pas mal. Ouais, puis ils ont une vraie. Puis je pense que comment dire? Tu as plus envie de venir partager ton site, en fait. Et ils ont besoin de ça parce que c'est quand même un site d'e-commerce. Il faut vouloir le présenter. Oui. Il y a un côté aussi image de marque, quoi. Il y a un petit côté image de marque. Tu as encore plus envie de le présenter quand c'est tes produits, que tu as pris en photo. Enfin, ça joue énormément. Quand tu vois des commerciaux sur le terrain, ils sont fiers de montrer leur site. Donc, c'est génial. Ça, c'est génial. Il n'y avait pas l'anecdote aussi où maintenant, du coup, c'est les distributeurs qui leur piquent leurs photos, même en plus. Si, c'est toujours la crainte. Les photos sont de telle qualité qu'en fait, si, ils se font piquer leurs photos. C'est le jeu. Moi, je dis toujours. C'est de bonne guerre. Ouais, avec moi, je dis toujours, quand on est copié, c'est qu'on est les meilleurs. Donc, de toute façon, je leur dis, vous êtes les meilleurs si on vous copie. C'est vous l'original. Donc, voilà, c'est cool. Ok. Bon, le temps file vite. Alors, je vais terminer avec deux questions. S'il fallait retenir une chose de ce webinaire, ça serait quoi, selon toi? Je pense qu'il faut travailler le sujet en amont. Il ne faut pas aller devant une agence de com comme ça et leur dire, je veux un site internet. Voilà, faut que le sujet soit travaillé du côté du client. L'implication, elle est dès le départ pour moi. Okay. Voilà, je pense que c'est vraiment l'élément clé. S'impliquer de l'origine. Voilà, c'est l'origine. L'origine de l'origine. Les bases doivent être solides, je pense. Et elles se travaillent en amont, pour moi. Ok. Et deuxième question, si quelqu'un veut être accompagné par quelqu'un comme toi, après ce webinaire, quelle serait la première action à faire dès aujourd'hui, selon toi?
Bah, déjà, je pense me contacter, me présenter un peu les projets, peu importe lesquels, voir si Mhm. une synergie est possible, parce que je Ouais. ne prétends pas savoir tout faire non plus. Je peux accompagner, je peux aider. J'ai un réseau de partenaires aujourd'hui comme Pilotine, par exemple, donc il y a plein de Mhm. sujets. Ça ne s'arrête pas au site internet, ça peut être, je sais pas moi, le choix d'un nouveau logiciel en interne pour gérer certaines choses, un CRM, un ERP, des Mhm. choses comme ça. Donc voilà, me contacter sur LinkedIn, n'hésitez pas. En tout cas, moi je serai ouvert à échanger avec vous sur vos projets de manière très ouverte et transparente. Et puis après, on voit si on peut travailler ensemble, ce sera avec plaisir. Ok, bon, donc n'hésitez pas à ajouter Jérémy Villard directement sur LinkedIn. Tiens, je réaffiche hop la petite slide. Tac. Donc Jérémy Villard et sur LinkedIn, tu es dynamiseur de projets digitaux. Donc vous pouvez l'ajouter si vous le souhaitez et comme ça, voilà, tu pourras répondre aux différentes interrogations s'il y en a. Alors je sais pas s'il reste des questions dans le chat. N'hésitez pas si vous en avez. Moi, j'aurais juste des petites questions pour toi et je serais preneur aussi pour les personnes qui sont en live, que vous puissiez nous dire un peu ce que vous avez pensé de ce format qui est plutôt sous forme d'interview, de podcast et avec moins une présentation, avec moins de descendants et de techniques, tout ça, mais d'avoir plus des partages d'expérience. Je suis très preneur d'avoir votre retour là-dessus. Et Jérémy, si tu pouvais faire un petit peu un feedback de ce que tu as vécu, moi ça m'intéresse sur l'expérience avec Pilotine et pour être très transparent aussi les plus et les moins de Pilotine, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui de ton expérience? Euh, Bah, écoute, moi je pense que vous êtes structuré déjà, ça c'est intéressant. Pour moi, c'est hyper important. Vous avez un langage de vérité, on se parle le vrai, comme dirait l'autre, et moi ça j'aime bien. Je trouve que c'est hyper important. Il faut tout le monde soit à l'aise. Euh, J'aime pas qu'il y ait des non-dits, voilà, clairement. Et donc il Mhm. n'y en a pas. Donc ça c'est clairement bien. Mais votre approche structurée, quand même, c'est un point très fort pour moi. Voilà, on sait où on va, il y a des jalons. Voilà. Après, à nous de faire des efforts pour être disponible, pour être présent à chaque fois sur les exigences que vous avez. Mais je pense Mhm. qu'il y a un bon fil directeur qui est super intéressant de suivre, quoi. Donc Ok. là-dessus, moi, je pense que vous êtes très bon. Les équipes, on va pas se leurrer, il y a des super équipes, c'est dynamique. Et ça, moi, j'apprécie. Moi, j'ai besoin que ça bouge, que ça punch un peu, quoi. Mhm. J'aime pas les choses qui sont molles. Donc voilà, encore une fois, ça c'est hyper appréciable. Il y a toujours quelqu'un de disponible, votre disponibilité. Ça, pour le coup, voilà, numéro un, je pense, la disponibilité. Ça, pour moi, c'est hyper important. Tu vois, c'est quelque chose que je me fixe. J'ai pas forcément de retour de mes clients comme ça, moi, mais tu vois, c'est marrant, ça serait intéressant qu'ils me disent est-ce que je suis au rendez-vous ou pas de cette disponibilité, parce que pour moi, ça, c'est le point numéro un. Quand on a besoin de son prestataire, son partenaire, parce que moi je considère qu'on est partenaire, quand tu as un client, pour moi, c'est un partenaire, on se doit quand même au moins d'être réactif, de se répondre. Et la disponibilité, c'est hyper important. Donc là-dessus, c'est hyper, hyper appréciable. L'avantage que moi je peux avoir du côté client, c'est que je crée vis-à-vis de toi la disponibilité du client qu'il n'aurait pas en temps Mhm. normal. Parce que moi, par contre, je souffre de ce manque de disponibilité, mais c'est pas grave. Je te le masque. Au moins derrière, tu as les Tu faisais réponses le si tu as besoin. filtre. Tu vois. Mais Mhm. ouais, votre disponibilité, ça c'est et la qualité des équipes, quoi. On va pas se leurrer, hein. On a les projets qu'on a pu réaliser, ils sont de qualité en plus. Voilà, moi, s'il faut retravailler avec Pilotine, ce sera avec plaisir, clairement. Trop bien. Et ben, en tout cas, nous de notre côté aussi, ta disponibilité, c'est réel et c'est vrai qu'à chaque fois que je t'ai passé un coup de fil, t'étais disponible et tout ça. Donc, je me demande comment tu fais pour rentrer tout ça dans 24 heures. Mais tu me l'as dit, des fois, ça charbonne pas mal, mais en tout cas, c'est un truc qui te passionne et t'aimes bien justement faire avancer les choses et très dynamique. Donc, on a retrouvé ça chez toi aussi. Moi, le côté discours de vérité ou alors on s'est parlé comme des grands, ça a bien fonctionné aussi. Mais ce qui était cool, c'était toujours dans la bienveillance, à l'écoute et en recherche de solutions. C'est pas juste pour te plaindre. Tu m'as jamais appelé pour te plaindre. Ah, ça va pas. C'est plutôt dire ça va pas. J'ai envie qu'on le bosse. On pourrait améliorer comme ci, comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment d'essayer de trouver des solutions et ça, être chercheur de solutions, c'est une bonne qualité chez un client ou enfin avec toi. Donc ça, c'était top. Et ouais, le côté humain et
Ça, c'était vraiment chouette. Donc encore un grand merci. Là, je parle du dernier projet qu'on a fait, mais voilà, qui s'est très bien déroulé. Un grand merci à toi aussi et à Super. toutes tes équipes. Pour le coup, vraiment, c'est très appréciable. Travailler ensemble, c'est, je dirais, gratifiant quelque part parce qu'en plus, à la fin, on a un super projet, une réalisation au top. Tout le monde est ravi. Et moi, ce qui est important, comme je te l'ai toujours dit, et comme je disais à tes équipes, il faut aussi que vous alliez là où vous sentez les choses. Moi, vous êtes les experts. Comme je dis toujours à mes clients, on a en face de nous des experts. En l'occurrence, là, c'est Pilotine. Donc, il faut les écouter. Et c'est à ce prix-là qu'à la fin, on aura quelque chose qui plaira à tout le monde. Et tes équipes, ce qui est important pour moi, c'est que le site leur plaise. Je leur disais des fois, mais est-ce qu'il vous plaît le site? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à votre expérience? Et pour moi, c'est important que le projet, en fait, le projet, il est de tout le monde. Le client, certes, mon client et ton client, du coup, veut un site web, mais il faut que tout le monde en soit ravi. Il faut que toi, quelque part, mon exigence à moi, je leur disais à mes clients, il faut que Pilotine soit fier de présenter ce projet-là et de dire, regardez ce qu'on a fait, regardez notre réalisation. Si on n'en est pas là, pour moi, il y avait quand même un petit échec malgré tout. Tu vois? Ouais, c'est sûr. C'est vrai que tu avais posé plusieurs fois la question, ce qui est assez original. En général, les clients, ils s'inquiètent de ce que eux en pensent, mais rarement de ce que nous on en pense derrière. Mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui demandent ça. Et moi, j'aime bien demander ça à chaque fin de projet aux équipes en disant, bah voilà, est-ce que vous êtes content d'avoir bossé sur ce projet? Est-ce que vous en êtes fiers? Voilà, que le client il soit content ou pas content, à la rigueur, c'est important que nous aussi on soit content de notre travail et qu'on ait pu prendre du plaisir. Et par exemple, en totale transparence, sur le dernier projet dont on parle, on a dépassé le temps qui avait été provisionné, mais tous les retours en interne, c'était putain, on est monté en compétences, on a eu des super interlocuteurs, que ce soit toi entre les deux, mais même les clients à la fin, les retours qu'on a pu avoir et le ressenti, bah, bons interlocuteurs. Donc, on a été content de travailler sur ce projet. On a appris des choses, ça s'est bien passé, ça s'est fait dans la bienveillance, c'était humain, tout ça. Donc, c'était et puis au final, le rendu est sympa pour un site, on va dire dans l'industrie, sur des trucs qui sont à la base pas super sexy. Bon, on a réussi à faire un joli web design et du coup c'est vrai que tout le monde était très satisfait de ça. Et pour la petite anecdote, donc on est sur un projet à 460 heures à peu près de travail, donc c'est pas un petit projet. Et en général, nous ce qu'on dit c'est pour 460 heures passées chez nous, il y en a 460 passées chez le client. Est-ce que tu penses qu'on est un peu dans ces eaux-là? Oui, clairement. Bon, Oui. bah, voilà. Le temps est phénoménal. Le temps est phénoménal. Ouais, c'est phénoménal. On se rend pas compte, mais quand je parlais de budget en interne, le client ne se rend pas compte du temps passé, mais c'est un vrai budget en soi. Hein. On met c'est tout ce qu'on fait là-dessus, on ne le passe pas à faire autre chose. Et donc, on ne le passe pas à vendre ou on ne le passe pas à faire de la prestation, ça dépend de l'activité dans laquelle on est. Donc, mais le but du jeu de ces sites-là qui permettent de faire de la prise de commande pour un parc de clients déjà existants, etc. Nous, on l'a déjà fait, mais c'est vrai que tu y passes un temps de ouf. Mais après, quand le client, plusieurs mois ou plusieurs années après, il te dit, ouais, mais en fait, maintenant, il y a 80% de mes ventes qui passent sur le site. Tu te dis que ça n'a pas été pour rien, quoi, que t'as mis toute cette énergie. Donc c'est vraiment pas mal. Ok, eh ben un grand merci Jérémy d'avoir partagé tout. Comment s'est passée cette première expérience de webinar? bah, écoute, très nickel. Hein. En tout cas, Ouais. de mon côté, j'étais assez à l'aise, mais bon, on se connaît assez, donc ça va, tout va bien. J'espère que on n'a pas été, j'ai pas été trop soporifique là pour les pour les personnes qui nous ont écoutés. Mais voilà, en tout cas, non, très bien, très bon format en tout cas, je Super. trouve. Parce qu'au début, tu me disais, mais qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que c'est quoi la cible, comment machin? Mais au final, tu t'en es très bien sorti, donc bravo. Merci Jérémy. Et puis, bah voilà, merci pour tous ces feedbacks, merci pour la collaboration et les collaborations que nous avons pu faire et que nous allons faire ensemble. Et puis, bah, je te souhaite une excellente journée parce que je crois que tu dois aller chez un client dès maintenant parce que il y a un peu de boulot aujourd'hui. C'est Allez, ça. excellente journée, Merci à beaucoup. bientôt. Merci à Ciao. toi. À Salut. très bientôt. Ciao.